pile où je m'apprêtais à tourner. Ça fera un petit bruit de fond. Tweep. Bonjour et bienvenue sur l'Ecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui d'une nouvelle expérience de lecture puisqu'il s'agit de Plot Holes de Sean Murphy, Matt Hollingsworth et Dave Stewart. Décidément, Dave Stewart est sur tous les bons plans dans tout ce que je lis dernièrement. C'est édité chez Urban Comics dans la collection Indies. C'est en un seul volume et c'est un récit de science-fiction que j'ai vraiment apprécié. C'est un projet que Sean Murphy, donc le dessinateur de Batman White Knight, de Hellblazer Mauvais Sang, que j'avais eu l'occasion de traiter sur la chaîne, qui est à l'origine de ce projet-là. Un projet qui a été financé via une plateforme de financement participatif. Je crois que c'était un Kickstarter, si je ne dis pas d'adnerie. Et Urban a eu la bonne idée de récupérer les droits pour pouvoir proposer une version française. Et la pluie est en train de se calmer. Donc de Plot Holes, littéralement les trous dans l'intrigue. De quoi ça parle? Ça parle de ce monsieur là que vous voyez qui s'appelle Cliff, de son surnom Inkslayer, le pourfendeur d'encre pourrait-on traduire, qui est recruté par une vieille dame qui se fait appeler Ed. Une dame d'un certain âge, assez bourrue, avec un fort caractère, qui va le recruter, qui va lui faire une Matrix en fait, qui va lui dire Coco, tu n'habites pas dans le vrai monde, tu es un produit de fiction et je veux te récupérer, je te veux dans mon team pour en fait rejoindre une escouade, les Incohérents. C'est un petit jeu de mots grammatical qui est plutôt rigolo. Ces Incohérents ont pour but, en fait, de récupérer, de corriger des livres qui sont en passe d'être publiés pour qu'ils puissent bénéficier d'une meilleure qualité et ainsi pouvoir être diffusés au plus grand nombre. J'avoue que le background est un chouille confus. À la première lecture, il a fallu que je me replonge dedans pour vraiment dissocier tous les éléments que Sean Murphy va balancer dans son récit. Et en fait, ce cher Cliff va s'apercevoir que dans cette brigade d'incohérents, il va y avoir des relations conflictuelles. Et cette relation conflictuelle va potentiellement menacer la réalité dans laquelle il se trouve. Dans les grandes lignes, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Je vais vous lire la 4e de couverture, qui je pense sera un petit peu plus exhaustive et qui, je l'espère, ne va pas trop spoiler, car je n'ai pas pour habitude de lire pour moi les 4e de couve pour avoir un maximum de surprises. Récit complet. Vous voyez, c'est ce que je disais, en un seul tome. La littérature n'est pas un chemin facile pour les auteurs. Entre la psychologie des personnages, le fil conducteur et les différentes péripéties, ils peuvent facilement se perdre et ne pas arriver à coucher leurs intentions sur le papier. Heureusement, une équipe d'élite veille. Coordonnée par l'éditrice Les Incohérents, sont composés de plusieurs personnages de fiction recrutés dans la littérature de genre. Horreur, science-fiction, fantasy, manga, etc. Leur travail est simple, rectifier le cours d'œuvres littéraires en perdition. The Plot Holes, ou l'un des projets scénaristiques les plus ambitieux de Sean Murphy, l'auteur des incontournables Batman White Knight et Punk Rock Jesus, livre ici une véritable déclaration d'amour aux œuvres littéraires. Bâtissant un récit d'aventure au rythme effréné auquel il réussit à intégrer une dose d'intimité et de sincérité, il livre avec ce titre son œuvre la plus personnelle. Vous l'aurez compris, Sean Murphy met un gros bout de lui-même dans The Plot Holes. On pourrait transposer Sean Murphy
dans le rôle de Cliff, le héros. Et je dois avouer que la fin surprend par plein d'aspects. Elle sera probablement très fortement critiquée ou dépréciée par certains. Mais The Plot Holes n'a pas la prétention de vendre autre chose ou plus que ce qu'il présente. Voilà. Au niveau du dessin, c'est toujours de toute beauté. La fameuse troupe des incohérents juste ici. Là, nous avons Johnny Manga. Niveau cliché, il n'y a pas mieux. Personnage issu d'un univers donc de manga en noir et blanc. Un petit peu plus loin, il y a des pages en noir et blanc que je vous montrerai. Avec un background bourré de clichés. Tu prends un millefeuille, à la place des ingrédients, tu mets des clichés, cliché sur cliché sur cliché. C'est le monde de Johnny Manga. Voilà. On va avoir ce tigre anthropomorphe qui est hyper intéressant, sur lequel va jeter le dévolu de... alors comment il s'appelle lui déjà? Je crois que c'est Bill. C'est un équivalent de Calvin et Hobbes. D'ailleurs, si je mets un petit peu plus près, est-ce qu'on va le voir? La colorisation du personnage est en dot, en fait, est en point par point. C'est de la colorisation dite d'époque, ce qui avait d'ailleurs causé le souci sur la colorisation de Hulk, qui était prévue en gris, mais il y avait des gros problèmes d'impression, il y avait un décalé, donc ils avaient opté pour un personnage vert. Voilà, petite anecdote mise à part. Nous avons ici une femme pirate vampire, et nous avons derrière le personnage de Surge. Surge qui est grosso modo un mélange entre Electro et Mr. Freeze de l'univers de Batman. Voilà. Donc Cliff intervient et est recruté par la fameuse Ed que vous voyez juste ici. Et en fait, Sean Murphy, au moment où il avait proposé ce projet-là, avant de le balancer sur Kickstarter, il avait balancé quelques images, quelques concept art sur son compte Instagram. Alors, ce qui est très compliqué, c'est de suivre un auteur dont on apprécie le travail et de ne pas se spoiler pour avoir le plaisir de la découverte et de la lecture. Et c'est pas simple. Par contre, voilà. L'origin story de Johnny Manga en noir et blanc. Et le noir et blanc sur Sean Murphy, ça marche plutôt bien, pour peu qu'il détaille suffisamment ses planches. Je me suis rendu compte que Sean Murphy, s'il adopte un trait un chouille un peu plus épuré ou avec une surabondance de détails, heureusement que Matt Hollingsworth, qui est plus ou moins son coloriste attitré, est là pour décortiquer et proposer quelque chose de plus intéressant en volume et en couleur. Je suis de base un adepte du noir et blanc, mais là, force est de constater que sur le travail de Sean Murphy, il est tellement particulier que ça, très honnêtement, ça va dépendre des fois, en fonction de ses productions. Pour Curse of the White Knight, par exemple, je me suis fait la réflexion, parce que j'ai eu la chance d'avoir deux éditions, une édition en noir et blanc et une édition en couleur sur ce titre-là, et ça s'est vérifié en fait. Le travail de coloriste de Hollingsworth fait vraiment le job et permet en fait d'avoir une lecture beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire de l'action que va dépeindre Sean Murphy, qui pour le coup ne va pas être avare de traits de dynamisme, de vitesse, de détails, pour peu que ça se déroule dans un univers futuristico-contemporain, enfin appelez ça comme vous voulez, mais du moment où il y a énormément d'éléments et énormément de détails,
Là, le boulot du coloriste, il est vraiment apprécié à sa pleine mesure. Si on voit un petit peu plus près. Fais le point s'il te plaît, ça serait cool. On va pas très bien le voir. Mais le travail de la colorisation au point par point sur ce personnage-là. Alors, ce personnage qui s'appelle pas Bill, mais Kevin. Alors, un genre de Kevin McAllister. Donc, c'est vraiment hyper plaisant. Je vous en montre. Hop. C'est un pseudo spoil en soi ce que je viens de vous montrer. Par contre, les interludes, donc en fait, le chapitrage des numéros présenté avec des planches en noir et blanc, de toute beauté, encore une fois. Je suis assez subjectif quand il s'agit du travail de Sean Murphy parce que j'apprécie énormément son trait qui m'inspire pour mes propres travaux aussi, je dois bien l'admettre. Et l'édition d'Urban Indies a un petit plus qui est vraiment pas dégueulasse, qui se trouve en fin de tome. Il y a tout un carnet, entre guillemets, qui est alloué au bonus. Donc sur tout le tome que vous avez là, ça représente quand même tout ça. Là-dedans, vous allez avoir les croquis préparatoires des personnages, avec même un nuancier pour certains. Alors là, on l'a ici. On l'a là pour le personnage. Donc le personnage de Ed, que je vous ai parlé tout à l'heure. Ed qui est diminutif de l'éditrice. Et ça, c'est ce qui m'a bluffé. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez là, les gens, c'est simplement le design du vaisseau appelé le Nota Bene, parce que Sean Murphy va évidemment il va garnir tout son bestiaire, tout son univers avec une linguistique propre à la littérature. Donc le Nota Bene, c'est le nom du vaisseau. Et il y a un objet qui s'appelle le marque-page qui permet de se téléporter d'une œuvre à une autre. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont appréciables. Et ce que je montrais là, à l'instant là, c'est que pour pouvoir se familiariser avec le design du vaisseau, Sean Murphy s'est amusé à faire un poil de bricolage avec du carton. Du carton et de la résine, si je dis pas de bêtises. Non, pardon. Pour le Nota Bene, j'ai conçu un modèle avec du carton et du Bristol qui traînait dans le studio. J'ai plutôt un bon programme de modélisation 3D dans ma tête, mais je voulais être plus précis avec le vaisseau des incohérents. Et franchement, ce vaisseau, il tabasse. Je suis pas spécialement fan de tout ce qui est mécanique, voiture, vaisseau, etc. Tout ce qui est engin, généralement, ça marche pas plus que ça sur moi. Mais il suffit que l'iconographie soit suffisamment forte, que la symbolique du truc soit suffisamment forte pour que ça marche vraiment. Le vaisseau du Milano, par exemple, pour les Gardiens de la Galaxie, dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, ça marche totalement sur moi. Même le vaisseau de... Je crois que c'est non, c'est pas le Kiln. C'était le vaisseau de Ronan, avec toutes ces modulations au niveau des ailes qui étaient vraiment hyper intéressantes. Ça me parle pas mal. Donc on a tout ça, et puis pour terminer, on a carrément des planches de storyboard. Alors, pour moi qui dessine, c'est hyper... Pour moi, c'est ça le nœud du... Pour moi, c'est ça le nœud du bouquin. C'est ce qui me permet de comprendre ou du moins en partie, parce qu'il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas d'explication, c'est pas un making-of avec sous-titres, ça va me permettre d'avoir un début de réflexion sur comment Sean Murphy va travailler sa page entre la version qu'il a storyboardée et la version finalisée. Je vous donne un exemple ici. Là, voilà. Vous voyez, donc là on a l'éditrice qui tire, les jambes, là on voit les incohérents,
et une petite scène de baston. Donc si vous voyez bien, déjà là au storyboard, Sean Murphy va déjà déterminer quelle va être la grosseur des vignettes, quel va être le découpage et comment il va positionner sa caméra, entre guillemets. Là notamment, pour montrer les incohérents et pour souligner, je pense, un effet de puissance, la caméra est légèrement en contre-plongée. Pourtant, ce n'est pas la version qu'il va adopter pour la version finale, qui est ici. Donc toute la première partie est rigoureusement similaire, mais celle-là, on a une caméra qui est plus à hauteur de buste de Johnny Manga et de... J'essaie de me rappeler le nom de ce mec-là depuis tout à l'heure. Enfin, ce mec-là, ce tigre-là. Je vais regarder rapidement dans les bonus parce qu'il y a le nom des personnages qui s'intitule... Oh, Roar. Roar dans le... comme l'onomatopée du rugissement. Roar, si vous préférez. Moi, je l'appelle Roar. Donc, Roar... Donc la caméra sur cette vignette là est à hauteur donc de Roar et Johnny Manga. Du coup on a une image qui est un petit peu plus plate entre guillemets, mais qui va quand même avoir son importance puisque le personnage de Surge qui est tout au fond va être un petit peu plus mis en valeur. Et je pense que c'est ce qui a décidé Sean Murphy sur cette vignette là. Et après la petite scène d'action en bas qui reste sensiblement la même. Donc le bonus qu'il y a en fin de page, forcément il est super intéressant pour ça, parce qu'on peut s'amuser à faire un petit jonglage entre page de storyboard et page définitive. Bien évidemment, Urban n'a pas réédité l'intégralité du storyboard. Et puis pour finir, il y a quand même des petites galeries de couverture avec à chaque fois un des personnages de la troupe des Incohérents, à l'exception de celle-ci. Et pour terminer, je dirais que Max Faraday avait parlé de ce titre-là, ça doit faire bien 2 semaines maintenant, donc c'est dire si je suis en retard moi au niveau de la sortie des bouquins. Mais le choix qui a été fait pour la couverture, même si je la comprends, je comprends leur choix, c'est pas celle que j'aurais personnellement choisie non plus pour le titre. Parce que Max avait fait mention comme quoi il aurait bien aimé mettre... aurait bien aimé que Urban mette cette couverture-là, qui est assez symbolique. Hein. Il y a l'ensemble des membres de la fameuse troupe d'élite. Mais ils ont préféré opter pour un style un petit peu plus épuré. Pourquoi? Alors peut-être pour mettre en avant le fait que c'est le titre de Sean Murphy, et de le mettre en plus gros, ça attire un petit peu plus l'œil en termes de découpage. Moi pour ma part, si j'avais pu choisir une couverture à mettre en avant pour ce titre là, oh bah, je crois que j'ai confondu, je pense que j'ai dit une ânerie. Et j'ai dit que Max avait parlé de celle-ci, mais en fait je pense qu'il parlait de celle-là. Pour ma part, je pense que j'aurais plutôt opté pour l'une de ces deux-là. Pourquoi? Parce que la construction est sensiblement la même. On retrouve le fameux Nota Bene ici, chaque fois, avec la présentation d'un des personnages des Incohérents. Ça n'en demeure pas moins que ça reste une bonne expérience de lecture, c'est plutôt chouette. C'est une belle déclaration d'amour effectivement à la littérature de genre, que ce soit la fantasy, la SF, l'horreur aussi également. Donc c'est en un seul volume, donc ça aussi c'est la grande force de cette VF. 152 pages, le prix on doit être à peu près à 16 ou 18 euros, quelque chose comme ça. Pour moi ça les vaut amplement. C'est une lecture que je prendrai plaisir à refaire à l'occasion. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout.
Si le sujet vous a plu, si The Plot Hole vous intrigue et vous donne envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je commence à bafouiller et j'ai oublié ma petite bouteille d'eau. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, liker, petit pouce bleu, tweeter, retweeter, peu importe. Même si Twitter en ce moment, j'ai cru comprendre que c'était pas la grande tendance, pour ainsi dire. Quant à nous, on se retrouve dimanche, si tout va bien, pour le petit récap de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! En fait, en y repensant un peu, il y a matière à faire un 2 là-dessus. Non?